En fait, c'est pas compliqué. Si on prend 100 personnes qui sont en train de vivre leur dernier jour et qu'on leur demande qu'est-ce qui a été le plus important, je pense pas qu'ils vont nous sortir le chiffre de leur compte en banque. Ouais. La plupart du temps, ce qui a fait le sel et la saveur d'une vie humaine, c'est nos relations. C'est les relations avec nos enfants, avec nos proches. C'est ça qui font la beauté et la richesse d'une vie. Donc, quand vous parlez du relationnel, Ça y est. alors, ouais, c'est-à-dire, Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le relationnel au sens large, c'est-à-dire aussi bien la relation à soi-même, qui est catastrophique quand même chez beaucoup de gens. Je suis toujours effaré de voir dans les ateliers que j'anime combien il y a de jugement de soi, voire de détestation de soi. Les gens sont tiraillés, sont dans une espèce de guerre intérieure parce que simplement ils reproduisent ce qu'ils ont vu autour d'eux. Et puis après, évidemment, la relation aux autres. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. Ça va avec la relation avec la nature. Je fais ce geste-là parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne, donc je vois les arbres et la nature à côté de moi. La relation a une dimension de transcendance. En fait, c'est pas compliqué. Si on prend 100 personnes qui sont en train de vivre leur dernier jour et qu'on leur demande qu'est-ce qui a été le plus important, je pense pas qu'ils vont nous sortir le chiffre de leur compte en banque. ouais. La plupart du temps, ce qui a fait le sel et la saveur d'une vie humaine, c'est nos relations. C'est les relations avec nos enfants, avec nos proches. C'est ça qui font la beauté et la richesse d'une vie. C'est même pas simplement le savoir accumulé. Donc, je pense que les relations humaines, c'est probablement ce qu'il y a de plus important dans une vie, parce que nous sommes des êtres de relation, mais paradoxalement, c'est probablement un des aspects les plus négligés. Preuve en est que lorsqu'on va à l'école, en gros, le 95% de ce qu'on étudie concerne la tête. Il y Ouais. a 2 heures d'éducation physique par semaine, et puis le relationnel est le grand absent, est pratiquement inexistant, sauf maintenant, petit à petit, on voit des écoles, notamment au primaire, commencer à intégrer un peu de communication non violente, quelques outils, parce qu'ils se rendent bien compte que ça devient indispensable. Alors, la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on travaille sur le mental, sur des connaissances très académiques, et au final, on ne travaille pas du tout sur les compétences dites relationnelles. Alors, je ne suis pas un spécialiste Non, de mais sociologie en ou supposition. d'histoire, mais je pense que ça remonte très loin, ça remonte à toute une façon d'envisager l'éducation et qui a commencé par des savoirs plutôt intellectuels. Hmm. Et en fait, la prise en compte de la dimension du cœur, la dimension humaine, relationnelle, elle s'est faite très tardivement. Je pense qu'on a vécu dans une illusion qui est probablement liée aux Lumières. Tout d'un coup, les Lumières, ça y est, la science Ouais. arrive, on n'est plus simplement dans la religion, dans la croyance, on a le droit d'étudier, d'apprendre, de savoir. Et il y a cette espèce d'espoir formidable qui se dit, avec ça, on va tout régler. La science va régler tous les problèmes. Et donc, on mise tout sur le savoir, on mise tout sur la science, on mise tout sur l'intellect. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on vit à une époque où on voit, mais de façon évidente, sur toute la surface de la planète, que miser que sur l'intellect, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'est pas des êtres avec juste une tête, on a un cœur, que le cœur est en plus la courroie de transmission entre la tête et les mains. Donc, Hmm. si le cœur est pas là, je peux avoir les plus belles idées du monde, j'arrive pas à les communiquer, ou elles sont mal reçues, ou ça passe pas. J'entends, on a tous vu de ces brillants ministres à la télévision dont on sent que c'est des gens vraiment intelligents, vraiment plein de bonnes intentions, Comme mais ça. il leur manque tellement de qualités relationnelles, émotionnelles, qui n'arrivent pas à faire passer leurs idées, suscitent des levées de boucliers et des incompréhensions. Donc on est vraiment dans ce moment qui est relativement récent, je ne sais pas s'il faut dire 20, 30 ans, mais c'est à mon avis guère plus vieux que ça, où tout Mhm. d'un coup on s'est dit, attendez, mais le QI, le quotient intellectuel, ça suffit pas. S'il n'y a pas, non pas moi j'aime pas tellement ce terme de quotient émotionnel qu'on a sorti, parce que je connais des gens qui peuvent exprimer toutes leurs émotions, la colère, la honte, le dégoût, la tristesse, mais qui sont des catastrophes relationnelles. Donc moi je parle de QR, de quotient relationnel. C'est-à-dire D'accord. toi, moi, la relation qu'on est capable de tisser ensemble, comment on est capable de s'entendre, comment on est capable aussi d'exprimer des conflits, des dissensions, etc. Je pense que le quotient relationnel est le plus grand levier de transformation de la société aujourd'hui. Donc Ouais, moi, ça m'a passionné parce que moi, je suis un handicapé relationnel de départ.
Ah oui? Moi, j'ai une tête plutôt bien faite. On m'a fait sauter une classe quand j'étais jeune, Oui, mais avec la tête et puis des capacités affectives et relationnelles qui étaient déficientes, ben, c'est galère, galère et regalère. Donc, c'est sur le tard, après avoir fait encore tout un détour par le spirituel, parce que moi, je me disais, avec le spirituel, on règle tout. Et oui, puis, ben non, non, parce que dans les monastères, dans les couvents, dans les ashrams, on a des gens qui méditent, qui sont branchés sur des très belles choses, mais qui sont des catastrophes relationnelles ambulantes oui, aussi. oui, oui. Donc, c'est tardivement, vers 35 ans, que je suis vraiment arrivé au relationnel en me disant, mais la clé, elle est là. Et c'est ce qui m'amène, quand j'arrive aux éditions Jouvence, dont j'ai été le directeur littéraire pendant 4-5 ans, de publier coup sur coup que des auteurs qui ont quelque chose à dire sur le relationnel. Donc, alors je vais avoir de la chance quand même, c'est-à-dire que vont tomber dans mon escarcelle d'abord Marshall Rosenberg, La Ouais, communication bah non oui, violente, complètement. ensuite Miguel Ruiz, Les Ouais, 4 accords Toltec. J'aurai la chance aussi de publier les ouvrages de Jean-Jacques Crèvecoeur, qui avait mis en place toutes des outils dynamiques relationnelles, systémiques, etc. Puis je pourrais en citer beaucoup d'autres que j'ai soit traduits, soit publiés, soit fait connaître en me disant, mais le levier, la clé de changement sociétal, elle est là. Elle est dans la façon dont nous vivons nos relations humaines. est-ce que le relationnel, ça revient pas finalement à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui dans le milieu professionnel les soft skills, par exemple? Alors, je ne suis pas très branché milieu professionnel, mais effectivement, de ce que j'en sais, oui, bien sûr, ça regroupe ça. Ça regroupe beaucoup de choses. C'est Oui, aussi travailler sur ce qu'on appelle l'ombre en psychothérapie, en psychologie jungienne, parce que oui, on ne peut pas être épanoui simplement en ayant, comment dire, une espèce d'ego bien polissé, bien joli, bien sympa, mais qui est jamais allé regarder tous les endroits où ça fait mal, tous les endroits où on est susceptible, où on se vexe, où on prend les choses personnellement, où on réagit, etc. Donc, il y a un travail de fond aussi à faire si on ne veut pas que ça soit simplement un espèce de lifting bien sympa, bien mignon, mais qui oui. ne correspond pas à un alignement, il y a quelque chose de centré et de pacifié intérieurement. Et c'est vrai qu'on parle très rarement de cette part d'ombre, mis à part pour dire, faut l'accepter. À part ça, c'est vrai qu'on va pas plus loin sur l'approfondissement, je dirais. Et dernièrement, je me suis demandé, est-ce qu'on peut, autant que l'on cultive, que l'on essaye en tout cas de cultiver nos qualités, est-ce qu'on pourrait pas aussi cultiver nos défauts aussi, c'est vraiment à dire, essayer de plonger dedans pour vraiment savoir comment, pas juste les accepter, mais les comprendre et les dépasser après. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que mon père avait pour habitude de dire une montée, c'est une descente vue d'en bas. Ouais, c'est clair. Un défaut et une qualité, c'est comme une montée et une descente, c'est juste deux manières différentes de parler d'un même trait de caractère. Mm. J'ai un trait de caractère qui peut s'exprimer au positif comme une qualité ou au négatif comme un défaut, mais c'est le même trait de caractère. Et si je ne fais pas ça, par exemple en tant que parent ou en tant qu'éducateur, et puis que je vois un gamin manifester un défaut, souvent en voulant éradiquer ce défaut, je vais supprimer la qualité qui va avec. Ouais, ouais, Alors, tout l'intérêt, c'est de pouvoir montrer ça, c'est de dire, bah, par exemple, à un enfant, bah, tu as des super qualités de cœur, tu as, vraiment une façon de te mettre dans les gens dans la poche qui est incroyable, tout le monde t'adore, etc. Mais est-ce que tu as remarqué que tu sais aussi utiliser ça pour obtenir exactement ce que tu veux, ouais, pour manipuler un peu les gens? Ben ça, là, on est passé, hein, on dirait dans le côté obscur, ouais, on c'est est ça. passé dans le côté qui n'est pas très joli. Et on peut à la fois valoriser l'expression la plus belle d'un trait de caractère, c'est-à-dire ce qu'on appelle la qualité, et puis sensibiliser les enfants, les jeunes, les ados en leur disant attention, ce trait de caractère, ben, il peut aussi s'exprimer d'une façon qui est moins élégante, qui est plus de l'ordre de l'ego, qui est plus pour moi, mes petites affaires, mes petits intérêts personnels. Et là, à ce moment-là, on va favoriser le meilleur. Est-ce que c'est vrai que par rapport à ce truc-là du côté obscur, est-ce que finalement on ne serait pas à la fois dans l'objectif de pouvoir devenir un Jedi et à la fois pouvoir devenir un Seigneur Sith un peu justement, un peu, est-ce qu'on peut être les deux ou est-ce qu'on doit choisir? Alors, c'est intéressant comme question parce que la réalité, je crois que c'est comment il s'appelle, Solzhenitsyn qui disait que
la ligne de partage entre le mal et le bien traverse le visage de chaque être humain. Ça veut Ouais, dire quoi? Ça veut dire que on possède le Jedi et le Sith, c'est ça, en nous, le Darth Vader comme ça. Le Luke Skywalker. comme Skywalker. Moi, il y a une image que j'aime bien, qui réunit très bien ces deux choses-là, c'est celle de l'arbre. Un arbre, il a des racines. Ces racines, elles plongent dans le noir, dans le froid, il y a des vers de terre, ça grouille de machin, etc. Et puis, il a des branches avec des belles feuilles et des fleurs et des fruits et tout ça. Mais on sait tous qu'il n'y a pas moyen d'avoir les branches et les fleurs et les fruits si on n'a pas les racines qui plongent sous terre. Il y a les deux. Voilà. Et donc, à un moment, de se réconcilier, de se dire, ben, nous, on est les frères des arbres, littéralement. On pourrait d'ailleurs développer ça très loin dans le plan symbolique, hein, Ouais. mais on est littéralement construit de manière très, très semblable. On est aussi un lien vivant entre le ciel et la terre, comme le sont les arbres, mais dans l'autre sens. Et on ne peut pas supprimer nos racines. Voilà. Et si on les supprime, tout ce qu'on réussit à faire, c'est à tuer l'arbre. Donc, on ne peut pas supprimer son ego, on ne peut pas arracher ses défauts sans en même temps tuer ses qualités. Il y a une question qui est plutôt, le terme que j'aime, moi, c'est apprivoiser. Hmm. Aujourd'hui, il faut apprivoiser son ombre, il faut travailler avec. Et ce que je trouve assez génial, c'est qu'on vit quand même dans une époque incroyable. C'est-à-dire, regardez ce qui se passe dans les cirques, regardez ce qui se passe avec les gens qui sont capables non plus de dresser un lion avec une chaise dans une main et un fouet dans l'autre, comme on voyait dans les BD, hein, mais avec rien du tout. On voit des reportages sur ce type en Afrique du Sud qui a je ne sais combien de lions chez Et de lui, il Lyon, se oui. bat avec, il se roule, etc. On voit des gens faire ça avec des requins, on voit il y a une espèce de transformation du rapport à l'animal, que ce soit le cheval, le lion, le tigre ou d'autres choses, qui est éminemment symbolique parce que tout ce bestiaire, on l'a en nous. On est capable de rugir comme un lion, on est capable d'être agressif comme un tigre. Ces animaux-là, entre guillemets, symboliquement parlant, on les a en nous. On nous a appris qu'il fallait les dresser à la dure, Ça. hein, avec des règles religieuses ou des normes très dures. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que ça faisait souvent du dégât et que ça se terminait mal. Mhm. Et là, on est dans une nouvelle phase où on se dit, attends, mais il faut apprivoiser notre nature. Apprivoiser, c'est vrai, c'est pas dompter, c'est apprivoiser. Moi, quand je vois sur Internet des images, par exemple, d'une femme aux États-Unis qui monte à cru, et quand je vois ce qu'elle fait avec son cheval, sans rien dans les mains, sans même une selle, sans quoi que ce soit, on a l'impression d'une espèce de télépathie où le cheval est juste le prolongement, où on sent l'amour, on sent la proximité entre elle et le cheval. Moi, ça me bouleverse parce que ce n'est pas juste un très beau numéro de spectacle, c'est un symbole de cette transformation qui est à l'œuvre en nous entre la dimension spirituelle, la dimension incarnée, et qui n'est plus un combat, une guerre, il faut se battre contre ses défauts, il faut maîtriser son ego, Ouais. c'est apprivoiser. Mais alors, si on n'est pas brutal, si on n'a pas une sorte d'autorité par rapport à cet autre soi, comment est-ce qu'on fait finalement pour que, est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'il s'adapte lui? On passerait par quoi finalement pour réussir à se faire comprendre? Alors déjà, heureusement dans la vie, il n'y a pas que la brutalité, il y a, comment dire, j'ai un mur là à côté de moi. Le mur, il est stable, il est ferme, il n'est pas agressif. On n'a jamais Ouais. vu un mur se précipiter sur quelqu'un. Par contre, si moi je tape dessus, je vais me faire mal, hein, Hmm. parce qu'il est stable, parce qu'il est solide. Voilà. Quelqu'un qui a développé en lui une forme de solidité, de stabilité, de fermeté, bah, face à un étudiant, face à un enfant, face à quelqu'un, se fait entendre. Il n'est pas besoin de rentrer dans un rapport de force, c'est-à-dire d'agressivité, parce que simplement, il a une forme de puissance intérieure qui se ressent. Et d'ailleurs, moi, c'est assez frappant de voir comment, par exemple, les animaux sont très sensibles à ça. Hmm. Hein. Ça se voit très bien avec les chiens qui vont peut-être se montrer agressifs envers telle ou telle personne, puis d'autres, ils vont arriver et puis venir leur lécher la main tout de suite. Ça tient à quelque chose qui est intérieur. Et plus on donne les outils à chacun pour construire cette base intérieure, et plus les rapports humains se construisent sur autre chose
que l'agressivité. L'agressivité ou la violence, c'est souvent le dernier recours quand on n'arrive plus à se faire entendre. Donc, c'est un recours de Ouais. faiblesse, de vulnérabilité en réalité. Mais comment est-ce qu'on arrive justement à capter ça? Par exemple, les animaux, ils le font avec ce qu'on peut appeler leur instinct, de l'instinct animal. Nous, est-ce qu'on a cet instinct animal ou est-ce qu'on peut plus parler de intuition, par exemple, s'il y a une différence, bien sûr. Alors, les deux en général. Hmm. On a l'instinct, la preuve en est, on sait très bien quand on croise des gens dans la rue, on sait très bien. euh, Par Ouais. exemple, moi, j'ai fait de la récolte de signatures pour des référendums politiques en Suisse. On sait très bien d'instinct vers qui on a des chances que ça se passe bien, puis vers qui on va se faire jeter direct. On le sent, c'est immédiat, et ça, c'est instinctif. Il y a quelque chose dans la vitalité, dans l'ouverture ou la fermeture ou la vulnérabilité des gens qu'on sent tout de suite. C'est une première donne. Après, on peut avoir une intuition, et là, c'est plus de l'ordre du spirituel, c'est de l'ordre d'une connaissance qui va nous faire comprendre et ressentir la personne de manière beaucoup plus subtile, on va dire. Mais on a les deux. Il y a des gens qui sont très instinctifs, des gens très intuitifs, puis des gens qui ont facilement recours aux deux. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des gens, par exemple, qui ne pouvaient plus faire confiance à leur intuition. Ils me disaient, oui, non, elle est biaisée, elle marche pas, je me gourre à chaque fois. Alors, à mon avis, ils confondent deux choses. Ils confondent ce qu'on appelle un pressentiment, et dans le mot pressentiment, il y a le mot sentiment, c'est-à-dire que Ouais. c'est l'affectif, c'est le cœur, c'est les peurs, c'est les espoirs qui parlent. Et un pressentiment, il peut être en moyenne faux une fois sur deux. Et puis Ah, l'intuition, pour moi, j'en parle dans un livre qui s'appelle Maître de l'ordre en soi, où je parle des 4 dimensions de notre être, donc le spirituel, l'intellectuel, l'affectif et le physique. hmm. Euh, L'intuition, pour moi, dans le sens original du terme, elle relève vraiment du spirituel. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une information, c'est une connaissance qui nous est donnée. On ne sait même pas comment, du genre, tiens, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne vais pas prendre le Titanic aujourd'hui, tant pis, je vais perdre 2000 $, mais je Ouais. ne le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun élément logique concret, mais je ne monterai pas dans ce bateau. Hmm. 24 heures plus tard, je saurai pourquoi. Voilà. Euh, et le pressentiment, c'est toutes ces espèces de peurs, de superstitions, de trucs qu'on a et qui, là, pour le coup, se basent sur une connaissance beaucoup moins profonde et où, effectivement, ça peut se planter une fois sur deux ou pire. Voilà. 3 choses, donc l'intuition, l'instinct et le pressentiment, ils font quand même grandement partie. Ce sont les critères, on va dire, primordiaux lorsqu'on fait un choix, finalement. Oui, simplement le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à clairement discerner ces 4 étages. Le sous-titre de mon livre, Maître de l'ordre en soi, c'est comment utiliser le tamis à 4 étages. Le tamis à 4 étages nous permet de distinguer 4 niveaux d'information, 4 niveaux de matériaux. Mais si on ne nous a jamais appris, eh ben, on mélange, c'est-à-dire on confond une intuition avec un pressentiment, on confond une idée, un savoir intellectuel, un truc qu'on a lu dans un bouquin, avec une expérience vécue, quelque chose qui est là dans mes cellules à tous les étages. Et cette Hmm. confusion, ben, c'est un peu comme si je suis un bricoleur et je confonds des matériaux qui n'ont pas du tout la même solidité, du béton qui est solide comme tout, avec un bout de carton qui ne va pas tenir 3 secondes si je l'utilise pour construire le plancher de ma maison. Ouais, il nous faudra en fait à tous un petit livre sur comment savoir lire en moi. Voilà, ben moi, l'idée de ce livre, Mettre de l'ordre en soi, c'était Ouais, de c'est dire, ça. ben, voilà le type de matériaux qu'on a, c'est-à-dire l'expérience vécue, ce que j'ai vécu, par exemple, un exemple tout bête, mais une relation sexuelle. Je peux avoir lu avant 10 ans ou avant 15 ans tous les livres de la planète sur la sexualité, ça reste dans la tête. Tant que je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas inscrit dans mes cellules. Ouais, ouais, Donc, le vécu, c'est quelque chose qui est vraiment passé par l'expérience. Après, au-dessus, on a toute la dimension du cœur et j'explique que les croyances, par exemple, on croit que nos croyances sont intellectuelles, pas du tout, elles sont essentiellement affectives. Quand je crois à quelque chose, je crois à quelque chose que je ne sais pas. Si j'ai du savoir, je n'ai pas besoin de croire. Et Hmm. dans ma croyance, j'ai soit de l'espoir, j'espère, je crois qu'il y a une vie après la mort, mais en même temps, j'ai un peu peur que ça ne soit pas vrai. Hein. Donc, il y a une forte dimension affective dans nos croyances. Puis après, il y a l'étage savoir. Voilà. Et alors ça, l'étage savoir, ben, Dieu sait si on y passe des heures et des heures et des heures à Ouais, l'école, etc., à un l'université et des- partout. Donc, on a du savoir plein la tête. Et puis, encore au-dessus, il y a un étage que des gens ne connaissent parfois même pas, si ce n'est
presque à l'insu de leur plein gré, Hmm. c'est cette dimension spirituelle, c'est-à-dire de l'ordre des révélations, de l'ordre des intuitions, de l'ordre de ce qu'on appelle des épiphanies, des moments mystiques, des moments où en méditation, tout d'un coup, on touche du doigt quelque chose de complètement transcendant. Hmm. Y a-t-il des personnes qui ne croient pas ou qui ne croient en rien, par exemple? Alors, je vais plaisanter, mais je vais dire, il y a des gens qui croient, qui ne croient pas. Ouais, Je pense qu'une des plus grandes illusions de notre époque, c'est de penser qu'il y a d'un côté des gens qui sont des êtres de raison, qui étudient de manière logique, intellectuelle, qui s'appuient sur les faits, etc. Puis derrière, il y en a d'autres qui sont encore dans la croyance, la superstition, etc., etc. En réalité, c'est parfaitement faux. Nous sommes tous croyants. Nous sommes tous religieux à notre insu, non pas parce qu'on adhère à une religion comme l'islam, le christianisme, le bouddhisme ou le soufisme, mais parce qu'on croit à des choses. On croit au régime vegan on croit à l'homéopathie, on croit à telle ou telle théorie ouais, scientifique, bah oui. c'est-à-dire on l'investit d'affect. Et le jour où on aura compris qu'on est tous croyants, et que même la personne qui semble parler avec un discours extraordinairement scientifique, si on gratte un petit peu, on va voir toutes les croyances qui sont derrière ce vernis scientifique. Le jour où on a compris ça, on se dit, ah, bienvenue au club. Voilà. J'ai face à moi quelqu'un dont les croyances, c'est ci, ça et ça. Et de la même manière que je sais que je ne vais pas convertir un bouddhiste à l'islam, je ne vais pas convertir un juif au christianisme parce que les religions, les croyances sont quelque chose d'extrêmement profondément inscrit en nous. Eh Mhm. bien, vouloir convertir quelqu'un qui a tel régime alimentaire ou qui croit qu'il faut se soigner par la médecine allopathique ou par l'homéopathie ou par la phyto, c'est un peu mission impossible. Et quand on comprend ça, on arrive à avoir une capacité d'accueil de l'autre, puisqu'on parle de relationnel au départ. On a une capacité au niveau relationnel d'accueillir la croyance, les sentiments, la réalité de l'autre qui est beaucoup plus large, Mhm. puisqu'on arrête de croire que c'est un combat intellectuel entre des faits, des idées et des arguments, comme s'il existait un espèce de plan Ouais. intellectuel comme ça, complètement détaché de notre subjectivité, de nos sentiments et de nos ressentis. Est-ce que croire en les sentiments, par exemple, c'est déjà finalement croire en l'invisible? Par exemple, moi, je crois que je suis amoureux d'une façon forte. Je crois que un tel est mon ami. En soi, l'amitié, comme l'amour, comme tout ce qui est affectif, finalement, c'est quelque chose qui est invisible. Donc, Mhm. les personnes qui sont cartésiens vraiment de la première école, on va dire, finalement, si jamais ils ont déjà ressenti des sentiments affectifs de ce type-là, ils sont déjà dans quelque chose qui est invisible. Et c'est quelque chose qu'ils remettront jamais en question, finalement. Ben, c'est très bien que vous souleviez ça, parce qu'on vit dans un monde qui est quand même très paradoxal depuis au moins les Lumières, c'est-à-dire un monde qui prétend nous faire croire que seul existe ce que je peux toucher, mesurer, peser de manière objective. Mais en réalité, l'essentiel d'une vie humaine est complètement subjectif. L'essentiel d'une vie humaine ne peut ni être pesé, ni être mesuré, ni être évalué. C'est mon ressenti, c'est mes sentiments, c'est mes croyances, c'est tout ce qui m'habite intérieurement. Si on m'enlève ça, je suis plus un être humain. Et donc, le paradoxe, c'est que finalement, l'essentiel, hein, c'est ce que disait déjà Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. On voit bien qu'avec le cœur. Donc, ça Ouais. veut dire que la part la plus importante de notre vie, nos relations, comment on s'aime, ce qu'on ressent, nos aspirations, nos élans, tout ce qui fait la quintessence de l'être humain est totalement invisible. Voilà. Mhm. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce qu'à un moment ou un autre, je ne sais pas quand ça arrivera, est-ce que c'est demain, dans 50 ans ou dans 100 ans, mais il va bien falloir qu'on réintègre cette dimension subjective, cette dimension relationnelle, cette dimension émotionnelle en se disant, mais bon sang de bonsoir, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est ça qui fait le prix et la valeur et la beauté et le charme infini d'une vie humaine. C'est pas les connaissances, on peut avoir plein de connaissances et être malheureux comme tout, Mhm. c'est pas la richesse, on peut posséder des millions et être mal foutu et triste, c'est la richesse du cœur, c'est la richesse de l'âme, c'est la richesse intérieure, parce que cette richesse-là, personne ne peut nous la prendre. Mhm.
Ça me fait penser à la phrase la carte n'est pas le territoire. C'est-à-dire qu'on peut voir un être humain, mais en soi, on voit pas tout ce qu'il est en le voyant. Si on se limitait à décrire quelqu'un, ah il est brun, il est barbu, il a un nez comme ça, etc. Qu'est-ce que je sais sur cette personne? Ouais, ouais, c'est Je sais clair. rien. Il y a une très belle chanson de Sting là-dessus. Ah ouais. You still know nothing about me. Vous savez toujours rien sur moi. Ben oui, ben bien sûr, parce que l'essentiel, ça demande du dialogue, ça demande de la communication, ça demande de l'échange, ça demande de la rencontre, ça demande de l'empathie pour vraiment. Et c'est là où on retombe sur le relationnel, c'est-à-dire comment est-ce que j'acquiers, comment est-ce que je développe les compétences relationnelles, parce que ça, faut le dire à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que de la même manière qu'on apprend les maths, la géo, le français ou la chimie ou la physique, le relationnel, ça s'apprend. Alors, certains diront oui, mais enfin, c'est plus facile pour certains que d'autres. Oui, mais comme les maths, la physique ou Ouh, la géo, c'est il y a clair. des gens qui ont galéré toute leur vie sur les bancs de l'école, puis une fois enfin libérés de ça, ben, ils peuvent complètement déployer des qualités et des compétences qui n'ont aucune place à l'école, mais qui vont en faire des gens qui seront excellents dans leur vie, dans leur métier, dans leurs relations à côté. Donc, le Mm. relationnel, bien sûr qu'il y a des gens qui ont des prédilections. Moi, j'ai 3 garçons, je vois bien comment chacun est différent là-dessus, comme ils sont différents intellectuellement. Oui. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que ça peut s'enseigner, ça peut se développer, ça peut s'apprendre. Et que franchement, je pense que, je l'ai dit au début, je le redis, c'est le plus grand levier de changement de société que nous ayons à disposition aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi que ça n'est pas appris? Est-ce que c'est pas volontaire, justement, de ne pas trop, comme on dit en français, empuissancer, faire de l'empowerment réel avec les gens? Sincèrement, mon sentiment à moi, c'est que quelqu'un qui est heureux et épanoui, qui est stable, qui est centré, qui est aligné, n'aspire qu'à une chose, c'est à rendre les autres comme lui. Voilà. Quelqu'un qui est lui-même coincé, bloqué, qui a toutes sortes de trucs non réglés, va peut-être essayer d'empêcher les autres de s'épanouir, mais Oui. c'est que c'est déjà quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau. Donc, il n'y a pas besoin d'imaginer de grands complots, d'une volonté de maintenir les gens dans l'ignorance, dans l'incompétence, dans l'absence de pouvoir. C'est simplement de se rendre compte qu'on est les héritiers de siècles et de millénaires d'histoire et qu'on apprend sans cesse et que je pense que plus on donne l'occasion aux gens de vivre et de développer leur potentiel latent, plus quand ils le découvrent et quand ils voient ce que ça leur apporte, bah, plus ils ont envie de le partager avec d'autres. Je vais prendre un exemple très personnel. Moi, j'ai vécu, comme beaucoup le savent, une expérience transformatrice en 99 au Mexique avec Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, une expérience sur le pardon qui a changé ma vie. Lorsque j'ai commencé en 2012 à proposer aux gens de se former eux-mêmes pour devenir animateurs de cercles de pardon, pour permettre en 2 heures à ceux et celles qui le veulent de vivre cette guérison, cette libération du cœur, j'avais jamais imaginé qu'il y aurait autant de gens qui souhaiteraient le faire. Parce que, et en fait, c'est assez logique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de découvrir une manière de se libérer de sa prison intérieure. Mais il n'a qu'une envie, c'est de partager avec les autres ce cadeau, ce surcroît de bien-être qu'il a. Donc, ça a fait boule de neige de manière assez spectaculaire parce que les gens ont tout de suite eu envie de partager ça avec d'autres. Et je crois que c'est un élan naturel chez l'être humain. Quand quelque chose nous fait du bien, quand quelque chose, que ce soit un médicament qui nous a aidés, que ce soit une technique thérapeutique, que ce soit un cours de développement personnel, puis tout d'un coup, waouh, ça a changé ma vie, mais j'ai envie d'en parler à mes potes, à ma famille, aux voisins, à tout le monde. Mhm. C'est vrai. Et pour la peine, là, ça a vraiment changé la vie de millions de personnes. Alors, les accords Toltec, oui, mon travail est à plus modeste échelle pour l'instant. Je pense que ça a touché plusieurs milliers, peut-être dizaines de milliers de personnes, Mhm. puisqu'il existe des sacs de pardon dans une quinzaine de pays et plus de 600 personnes ont été formées. Mais en tout cas, ça montre que, enfin, ce qu'il y a d'assez incroyable, c'est que des fois, le changement, on s'imagine que c'est un truc où il va falloir vraiment peiner pendant des mois, des années, que c'est long, que c'est lent, que c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de clés, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent amener une libération, un soulagement de manière tellement plus rapide que ce qu'on imagine. Mhm. Mais ça voulait quand même dire qu'il y avait quand même un besoin. Ce besoin-là, est-ce qu'on est dans une société aujourd'hui que l'on peut considérer
apaisé parce que lorsque finalement une méthode qui sort par rapport au pardon, par rapport à plein d'autres choses en plus aujourd'hui, on voit de plus en plus de méthodes dites thérapeutiques arriver, mais est-ce que c'est pas aussi effectivement le reflet, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est l'échec des lumières en fait là qu'on est en train de vivre. Alors, échec, c'est un mot trop fort parce que les Lumières nous ont apporté énormément de choses et la preuve en est, c'est que si on communique en ce moment à travers un ordinateur et si on fait tout ce qu'on fait, c'est que la science a apporté énormément d'améliorations à nos vies. Mais d'avoir tout misé là-dessus, au détriment de toutes les qualités affectives, relationnelles, émotionnelles, au détriment d'une dimension spirituelle qu'on est même Ouais. allé jusqu'à nier, ben là, on se rend compte que visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, gardons le meilleur de ce que nous ont apporté les Lumières, parce que c'est précieux, parce que c'est nécessaire, mais reconnaissons que ce n'est pas suffisant, Ouais. et à la fois allons plus loin, comme l'offre vraiment, c'est de la dimension spirituelle, et je dis bien spirituelle, je ne dis pas religieuse, et puis réintégrons aussi un petit peu de cette dimension affective, de cette dimension émotionnelle, de cette dimension sentimentale, qui est essentielle, mais que beaucoup d'entre nous avons appris à mettre un peu de côté parce que il faut être objectif. Hein. Si on n'est pas objectif, on est tout de suite. C'est extraordinaire comment le mot même, si on dit à quelqu'un qu'il n'est pas objectif, mais c'est à peu près la pire critique qu'on puisse faire. Mais purée, je suis un Bon. sujet d'abord, donc j'ai le droit d'être subjectif, j'ai le droit d'avoir ressenti une émotion, quelque chose de purement personnel. Donc ça, c'est la marque d'une époque. Mais il faut inscrire cette époque dans cette longue aventure d'évolution de l'humanité et puis savoir que de la même manière qu'on a été heureux à un moment de quitter un monde fait de superstitions, de démons où on brûlait les sorcières et les gens et où il fallait adhérer à des dogmes étroits, on a été heureux d'accéder à quelque chose de nouveau avec l'avènement des Lumières. Ben, moi, il y a une image que je donne, quand le soleil brille à fond là dehors, hein, eh ben, je ne vois pas les étoiles et je ne vois pas la lune. Le soleil de la raison éclaire ce monde d'une manière spectaculaire depuis plusieurs siècles. Et c'est merveilleux. Il nous a littéralement apporté de nouvelles lumières. Mais en même temps, il a éteint le ciel. Il a éteint les étoiles. Les hommes se dirigent et se guident par les étoiles. Il a éteint la lune qui est tout le monde de l'imaginaire, du subconscient, etc. Et il faut que le soleil se couche à l'horizon pour qu'on voit apparaître les étoiles et pour qu'on retrouve la lune. C'est-à-dire il faut qu'à un moment, le mental et la raison sachent faire le demi-tour de l'autre côté de la planète pour qu'on accède à des formes de connaissance, à des formes de compréhension de la réalité qui ne sont pas accessibles à la seule raison. Ouais. Donc au final, c'est mettre la raison un peu de côté pour laisser un peu plus de place aux autres pans de notre existence finalement. Exactement. Mais là aussi, c'est pareil, quand on dit quelque chose est irrationnel, mais c'est une critique absolument épouvantable, comme si la raison était le but ultime de l'existence humaine. Hmm. C'est notre façon de voir en ce moment, mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des auteurs qui ne sont pas des gens, des intellectuels de premier plan, c'est le cas notamment de Miguel Ruiz, mais qui sont traversés par une autre lumière, qui sont traversés par une vie, qui sont traversés par quelque chose qui a touché des millions de gens dans le monde, parce qu'on sent bien qu'il y a là une vérité, il y a là un message, il y a quelque chose qui nourrit une dimension en nous qui est affamée lorsque on se limite au seul registre intellectuel, au seul registre du savoir livresque. Oui, en fait, c'est vraiment ça. C'est que finalement, aujourd'hui, il y a une sorte d'épuisement spirituel. C'est-à-dire que on est épuisé, pas forcément parce qu'on a subi, on est épuisé parce qu'on n'en a plus, tout simplement. Oui, parce que comme souvent, il y a cette expression épouvantable en français qui dit on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, particulièrement en Occident, au moment où il y a eu une grosse prise de recul par rapport aux églises, à la mainmise de la religion sur la vie publique, ben, on a balancé à la fois le religieux. Mais le religieux, ce n'est pas le spirituel. Le spirituel se situe dans un plan beaucoup plus subtil. Le religieux est une forme particulière à une époque pour un peuple donné qui sert à habiller une révélation. Il ne faut pas confondre les deux, il ne faut pas confondre le vin et la bouteille. Hein. Et donc aujourd'hui, on assiste à un renouveau, c'est-à-dire que les gens cherchent à trouver de nouvelles formes plurielles, multiples,
Et il y a un renouveau spirituel, moi, que je trouve assez extraordinaire, qui permet aux gens de vivre leur spiritualité sans l'enfermer dans des dogmes, dans des croyances rigides, d'une manière aussi peut-être plus personnelle que ce qui a été le cas dans les siècles passés. Mais est-ce que finalement, pour arriver à un mouvement dit d'envergure, est-ce qu'il ne faudrait pas justement repasser par la case organisation dogmatique des croyances, justement, mais de manière plus ouverte, avoir une sorte de nouveau bouquin, par exemple, justement, mais un bouquin qui se dit ouvert et qui permettrait à toutes ces croyances-là qui ont été mises de côté de finalement exister? Moi, ce qui me semble intéressant, moi, je suis tombé dans la marmite du développement personnel. J'avais 18 ans, donc ça commence à faire un petit bout de temps, hein. Ce que je trouve incroyable, c'est d'observer sur les 40 dernières années l'essor assez extraordinaire de ce qu'on appelle aussi bien le développement personnel que la spiritualité au sens large, c'est-à-dire qui inclut le bouddhisme tibétain, soufisme, chamanisme, etc. Il y a un mouvement qui est là, avec le meilleur et le pire, on ne va pas se mentir, hein, il y a des trucs un peu loufoques qui côtoient des choses assez magnifiques là-dedans, donc ça demande du discernement, pas croire n'importe quoi. Mais on sent qu'il y a un appel, il y a une volonté de retrouver cette dimension-là, de la même manière, parallèlement, qu'il y a une volonté avec l'écologie de retrouver un enracinement dans le vivant, dans la terre, dans la nature. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau qui se fait. Et là encore, on revient sur la thématique de départ qui est le relationnel, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui aspire à changer tout notre relationnel. La relation qu'on a avec la terre, avec le vivant. Est-ce qu'on va continuer de croire qu'il faut être en guerre contre les insectes dans les cultures, en guerre contre les microbes et les virus, en guerre contre tout, hein? Et est-ce qu'on va croire aussi qu'il y a une espèce de Dieu justicier là-dedans et d'être également dans une relation un peu conflictuelle, le diable, le Dieu, etc. Ou est-ce que petit à petit, je parlais d'apprivoiser en parlant des animaux avant, est-ce Oui. qu'on va apprivoiser le vivant, le corps, la matière, apprivoiser le subtil, l'invisible, le monde spirituel et à travers ça, développer une relation complètement différente à soi-même, aux autres, à la nature et à une dimension de transcendance. C'est ça où c'est magique, c'est que quand on change le relationnel, on change la relation à tout, parce que notre vie est une vie de relation. Je suis en relation avec moi-même toute la journée. Je suis en Oui. relation avec ma femme, avec mes enfants, je suis en relation avec mes voisins, je suis en relation avec la terre, avec la nature dès que je sors de chez moi. Et puis, intérieurement, pour peu que j'ai un peu une vie spirituelle, ben, j'ai aussi toute une dimension intérieure avec laquelle je suis en relation. Donc, dès que je touche le relationnel, c'est comme si je touchais le tronc de l'arbre et puis toutes les branches en sont affectées. Hmm. Cette relation par rapport à l'environnement, justement. Si on va sur l'environnement, c'est votre relation aujourd'hui à l'environnement. Quand on parle d'écologie, la problématique, je pense, c'est que les publicitaires s'en emparent. Et résultat, on peut entendre des slogans, on va sauver la planète. Alors qu'en fait, au final, c'est pas la planète que l'on sauve, mais c'est notre environnement. Mais parce que la planète n'a pas forcément besoin de nous pour être sauvée en soi. Justement, le fait qu'il n'y ait pas de spiritualité fait qu'on passe de l'extrêmement petit, donc nous, très très vite finalement à l'extrêmement grand, et on se donne des objectifs astronomiques, et c'est bien le mot, parce que finalement la planète étant astre stellaire, voilà, et cosmique. Donc est-ce que le fait qu'il manque cette spiritualité-là, cette relation spirituelle-là, ça fausse pas aussi beaucoup de choses dans notre vision de l'avenir et de nos objectifs collectifs? Alors, je pense que d'abord, les deux ne sont pas forcément aussi séparés qu'on ne le pense. Il y a de plus en plus d'auteurs. J'en ai publié un extraordinaire l'année dernière aux éditions Jouvence qui s'appelle Charles Eisenstein, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle Notre cœur. Notre cœur sait qu'un monde plus beau est possible. Il y a de plus en plus d'auteurs qui lient vraiment la dimension spirituelle et la dimension écologique. On trouve ça aussi dans le chamanisme, où mine de rien, le chamanisme, c'est à la fois une dimension spirituelle, ça touche à l'invisible, mais il y a un fort ancrage dans la terre, dans la nature. On travaille avec un certain nombre de ressources qui sont liées au monde invisible naturel. Donc, les deux sont mêlés.
ce qu'il y a de particulier et d'intéressant et d'interpellant dans l'époque qu'on vit, c'est la multitude de choses. Moi, je suis un très gros lecteur depuis des années, mais on trouve des théories, des ouvrages, des méthodes d'une très grande diversité. Et peut-être tant mieux, peut-être qu'il faut ce foisonnement-là pour qu'on puisse expérimenter, surtout qu'on sort quand même de siècles où ça a été comme ça, des ornières, et il n'y avait qu'une seule voie. Et après les ornières religieuses, on a eu quand même un temps, les ornières scientifiques qui nous disaient ça n'existe pas, ça n'existe pas, qui avaient décidé ce qui existait et ce qui n'existait pas, c'est-à-dire qu'on est tombé dans le scientisme, une religion de la science, avec des dogmes extrêmement rigides aussi. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de foisonnement avec un peu à boire et à manger, avec un peu de tout. Moi, je pense que c'est une bonne chose. D'abord parce que ça invite chacun et chacune d'entre nous à développer son discernement, à pas croire n'importe quoi, mais pas à rejeter tout en bloc, à tester, à expérimenter. Et puis surtout, avant de vouloir changer la planète, peut-être commencer à déjà se changer soi-même. Parce que plus je fais ce travail-là, plus la façon dont je vais aborder les problématiques extérieures, les problèmes dans ma ville, les problèmes à l'école de mes enfants, les problèmes écologiques, les problèmes sociaux, politiques, etc., va être teintée par ce que je suis. Si je suis en guerre intérieure, je vais semer de la guerre extérieure dans tout ce que je vais entreprendre. Donc, je vais être dans la lutte, je vais diaboliser des ennemis, je vais montrer contre qui il faut se battre et je ne vais faire que perpétuer finalement le même problème, le même état d'esprit. Si j'œuvre à faire ce travail intérieur d'alignement, de pacification, de guérison, à transformer ma propre relation à moi, puis à l'expérimenter à petite échelle dans ma famille, dans mes collègues autour de moi, ben après, le jour où je me retrouve avec des responsabilités plus importantes, parce que je suis chef d'entreprise, parce que je suis ministre, parce que je ne sais pas quoi, j'ai des responsabilités dans une grande association, ben j'apporte cette richesse-là. Moi, j'ai un souvenir fort, je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo, mais je le redis, c'est la fois où Nicolas Hulot, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, est intervenu à la télévision pour la première fois après qu'il ait quitté le ministère de l'écologie. On ne l'avait pas vu pendant longtemps, et puis ça y est, il vient sur un plateau de télé, et puis il est entouré de journalistes qui vont littéralement le bombarder, et je choisis bien ce mot-là, bombarder, c'est-à-dire un mot de guerre, balancer des scuds, etc., et essayer pendant 2 ou 3 heures de lui faire lâcher des trucs désagréables contre ses anciens collègues, contre Macron, contre ci, contre ça, essayer de le faire rentrer en guerre finalement. Et moi, là, ce qui m'épate quand je regarde cette prestation de Nicolas Hulot, c'est que d'un bout à l'autre, il est resté dans cet axe, il est resté centré, en disant, mais si on commence à chercher de nouveaux ennemis, si on n'avancera pas. Alors, on a senti que c'était quand même pas évident. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait voulu être à sa place et se prendre ces tirs de scud pendant 2, 3 heures. Mais il a montré que, visiblement, et je ne le connais pas personnellement, mais j'aurais été intéressé de connaître le chemin intérieur que cet homme a fait pour sortir de la dualité, sortir de la recherche de boucs émissaires, sortir de gens extérieurs à combattre. Et on aura toujours besoin de gens extérieurs à combattre tant qu'on n'aura pas fait la paix à l'intérieur. Ouais, en fait, finalement, tout commence par soi. Ben oui, forcément. Parce que si je suis un et si je suis en paix à l'intérieur, ben ma façon de regarder l'autre en sera touchée. C'est ce que des gens comme Gandhi, comme Mandela, comme Martin Luther King, etc., nous ont montré. Mais si ce travail il n'est pas fait, bien, à un moment ou à un autre, ben, je vais de nouveau trouver quelqu'un à diaboliser et un bouc émissaire à détruire ou à éliminer. Et mine de rien, qu'est-ce qu'on voit depuis 1 an avec cette pandémie, avec tout ce que ça a suscité comme question, comme interrogation, etc. Mais il y a un espèce de foisonnement comme ça, de dualité, de division, de conflit, de haine, y compris parfois chez tous ceux et celles d'entre nous qui nous efforçons d'aller vers un nouveau paradigme relationnel, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais purée, c'est pas facile. On est un peu rattrapé par nos vieux démons, par nos vieilles habitudes. Donc, c'est un vrai chemin. Et d'une certaine manière, l'époque qu'on vit est aussi un sacré terrain d'expérimentation pour se dire, attends, j'en suis où dans ce que je prétends être, dans ce à quoi j'aspire? Est-ce que j'arrive là, en ce moment, à être cohérent ou est-ce que, purée, ça Ouais, me secoue?
Ouais, parce que c'est vrai que le Covid et les confinements qu'on a vécu à plusieurs reprises, ça aurait pu nous permettre de nous poser et de faire ce travail-là à l'intérieur et de se poser des questions-là. Est-ce que toi, tu vois aujourd'hui par rapport aux gens qui t'entourent, qu'il y a eu un mouvement global, en tout cas qu'il y a une partie des gens qui ont fait ce retour-là à l'intérieur, vu qu'au final, à l'extérieur, on ne leur demandait plus expressément d'être présent? Alors oui, il y a un mouvement. Je dirais pas un mouvement global, non, parce que il existe tellement de cas particuliers, tellement de gens dans des situations différentes. Donc on ne peut pas parler de mouvement global. Il y a des gens pour qui ça a été une occasion extraordinaire de retour sur soi, de quitter un boulot, de déménager, d'envisager des changements qu'ils pensaient éventuellement faire un jour, puis d'un coup, ça y est, maintenant, go, j'y vais. Il y a des gens pour qui la situation a juste été intolérable, où ils étaient trop seuls, où c'était des galères en famille, ou des complications financières, professionnelles, etc., pour qui la situation a été beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus compliquée à vivre. Donc, on peut pas généraliser. Mais je pense qu'il y a certainement un avant et un après pour beaucoup de gens et que cet espace, cette parenthèse a amené des prises de conscience, a amené des réflexions, a amené des choses de toutes sortes. À mains égards, je peux dire que c'est assez révélateur. Je pense qu'on l'a tous vécu, c'est de voir dans sa famille, dans ses proches, ses amis, ses voisins, des gens avoir des réactions d'un côté comme de l'autre, hein, qui nous ont surpris. On se dit, ah ben tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit pro ceci ou anti cela, et d'une façon Ouais. aussi virulente. Voilà. Ça a amené aussi beaucoup de clivages, hein, mine de rien, quand même. Mais à nouveau, si on s'intéresse au relationnel, si on s'intéresse à comment cheminer vers plus d'unité, plus d'harmonie, sans devenir bisounours, sans essayer de peindre le monde en rose, etc. Ben là, je dirais qu'on a un contexte qui nous donne un champ d'expérimentation quand même assez large. On a quand même un terreau là finalement avec le Covid, hein. Bah bien sûr, parce que quand tout va bien, on n'a pas forcément l'occasion de savoir où on en est. Quand tout d'un coup, on est dans un monde qui est plongé dans des tensions, des dissensions, des conflits, du chaos, des interrogations, des doutes, des incertitudes, ben c'est là, à ce moment-là, que je vois en moi où est-ce que j'en suis, hein. Le, comment dire ça, c'est la nuit qu'on voit quels sont les êtres qui sont capables de créer leur propre lumière. La journée, c'est pas utile. C'est quand il fait froid qu'on voit la différence entre les animaux à sang chaud, capables de continuer de bouger parce qu'ils ont leurs ressources, puis les animaux à sang froid qui vont hiberner tranquilles quelque part parce qu'ils peuvent plus agir. Donc, c'est dans les moments difficiles Ouais. qu'on a l'occasion, chacune d'entre nous, de voir où on en est, qu'est-ce qu'on a comme ressources intérieures qu'on peut activer, puis comment on peut contribuer, aider les uns les autres à aller petit à petit à développer leurs propres ressources intérieures. C'est dans la tempête qu'on voit le capitaine. Oui, exactement. Et mais relationnellement parlant, justement, moi j'ai eu beaucoup de personnes autour de moi, par exemple, qui m'ont dit que ils avaient fait un tri aussi. Ils avaient fait un tri par rapport à leurs amis, mais plutôt par rapport à leurs connaissances. C'est-à-dire que dans leur quotidien, au final, avant, ils étaient plus brouillés que autre chose. Il y avait vraiment un brouillard de gens. Et en fait, maintenant, c'est bien plus clair sur avec qui est-ce que tu veux passer plus de temps, avec qui tu veux passer moins, etc. Il y a eu un filtre qui s'est effectué. Alors, effectivement, dans la mesure où les situations de crise agissent comme des révélateurs, nous révèlent déjà à nous-mêmes où on en est et nous montrent dans notre entourage et les gens qu'on fréquente au quotidien, eux aussi, où ils en sont, ça peut amener effectivement à mieux discerner ceux qui partagent une même vision, de mêmes aspirations que nous. Mais attention, si ça doit amener un clivage avec d'un côté les gens qui sont comme ci, puis de l'autre ceux qui sont comme ça, on n'aura pas vraiment avancé. À un moment, le vrai défi, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de vivre ensemble avec des gens qui ont des croyances différentes des nôtres, hein, croyances médicales, croyances sociales, croyances alimentaires, croyances tout ce qu'on veut. Parce que s'il faut tous penser la même chose, s'il faut tous avoir la même religion, les mêmes, d'être du même bord politique pour s'entendre, ça va être compliqué. Le vrai défi, et on pourrait d'ailleurs en parler en lien avec cette ère du Verseau dont on parle depuis longtemps, le vrai défi aujourd'hui, c'est à la fois d'être un individu Mhm. qui a des choix propres,
des convictions personnelles et qui est capable en même temps de faire société, de faire même fraternité avec des gens qui ont des convictions, qui ont des croyances, qui ont des pensées qui sont différentes. C'est ça le vrai défi, c'est pas de devenir tous pareils, c'est pas l'uniformité, c'est de pouvoir avoir et la diversité et en même temps de pouvoir respecter chacun dans ce qu'il est, dans ses convictions, sans chercher à les imposer aux autres, sans juger non plus quelqu'un parce qu'il a des convictions qui sont différentes des nôtres. Parce qu'on voit que si jamais on est dans un système marchand et donc commercial, aujourd'hui, la capacité première du commercial, c'est de nous pousser à l'acte d'achat. C'est quand même un domaine qui englobe beaucoup de monde. La plupart des métiers, justement, ils doivent vendre pour exister. Donc, ils utilisent forcément ces outils-là de communication qui sont des outils d'incitation et non d'acceptation. Est-ce que finalement, est-ce que c'est tellement profondément ancré que finalement, que notre relationnel aussi au quotidien, il n'est pas affecté? Alors c'est intéressant parce que ça me renvoie à un autre livre que j'ai écrit en 2004 qui s'appelle Le tigre et l'araignée, les deux visages de la violence. Ah Et oui, ce dont vous parlez, c'est exactement ce que j'appelle la violence arachnéenne. Le tigre, c'est la violence que tout le monde connaît. Je te fous mon poing dans la figure, j'utilise des bombes, des balles, des explosions, j'agresse au couteau, au poing, etc. L'araignée, c'était le but de mon livre, c'était de montrer toute la violence cachée, la violence indirecte, le harcèlement, la manipulation, la violence soft, la violence dorée, mais qui existe aussi. Et on vit dans une société qui méconnaît pour l'instant considérablement ce que j'appelle la violence de l'araignée, ce qui fait qu'elle est utilisée beaucoup plus largement, puisqu'elle peut se faire un peu en douce. Donc il y a énormément de techniques de manipulation dans la vente qui un jour seront reconnues claires, nettes et précises comme étant des techniques de violence, des techniques de forcing. Et un jour, on sortira de ça. Moi, j'ai de très bons amis hommes et femmes d'ailleurs, qui sont des vendeurs extraordinaires. Mais ce pas des vendeurs qui manipulent, c'est des vendeurs qui ont un tel niveau de compréhension et d'empathie avec les gens qu'ils rencontrent, qui ont fondamentalement un amour des gens, que oui, jamais d'abord ils vont forcer une vente, mais ils n'ont pas besoin de forcer des ventes parce que celles qu'ils font, ils en font assez spontanément et juste et de bonne façon pour qu'ils n'aient pas besoin de fourguer à quelqu'un un produit dont ils n'ont pas besoin. Donc, ce que je disais tout au début sur le fait qu'on a un rapport différent avec les animaux, hein, qu'on ne les dresse plus, les tigres, les chevaux, les lions, les dauphins ou que sais-je, la même chose se joue aujourd'hui dans les relations, dans la vente. On voit émerger petit à petit une compréhension de ce que peut être la vente demain, qui n'aura plus rien à voir avec toutes ces techniques extrêmement agressives qu'on connaît. Ce changement relationnel, il affecte progressivement tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens tout d'un coup qui se disent, on voit bien, on nous parle d'entreprise humaniste, on nous parle de choses qui n'existaient pas il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un souci qui est vraiment en train de se manifester chez beaucoup d'entre nous, de se dire, est-ce que je peux faire mon métier, que je sois vendeur, que je sois manager, que je sois autre chose, en me respectant moi-même, en respectant mes valeurs, en respectant l'autre, et pas en recourant à des formes de violence, qu'elles soient ouvertes comme ce que j'appelle le tigre ou qu'elles soient cachées comme ce que j'appelle l'araignée. Est-ce qu'on peut sortir de ces jeux de pouvoir, visibles ou cachés, oui. et puis commencer à travailler et à œuvrer ensemble de manière différente? Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'il y a quand même, depuis 10, 20, 30 ans, un nombre d'outils, de méthodes qui sont apparus. On a parlé de la CNV, la communication non violente, puisque j'ai eu la chance de publier le livre de Marshall Rosenberg en 99. On a parlé des accords Toltec de Miguel Ruiz. Il y a beaucoup d'outils, de clés qui sont là pour nous aider à vivre nos relations différemment et qu'on peut apprendre. Moi, je rêve qu'un jour il soit enseigné à l'école. Ça se fait à petite échelle ici ou là. Mais en attendant que ce soit enseigné à l'école, on peut les apprendre soi-même. Il y a plein de stages, il y a plein de choses en ligne aujourd'hui. Et puis, on peut petit à petit les vivre en famille, on les vivre dans son association si on a une petite association localement. Et je pense que de fil en aiguille, c'est des choses qui vont se répandre. Simplement, on sait qu'un changement social, il faut l'inscrire sur 25 ou 30 ans. Ça ne va pas se faire en 2-3 ans. Ouais, finalement, lorsqu'on en parle comme ça me fait beaucoup penser à l'éthique.
finalement. Essayer de faire les choses de manière éthique. Voilà, sauf que l'éthique, je dirais, est plus une conception, on va dire, intellectuelle. Après, comment je la traduis dans les faits? Et Mm. comment je la traduis dans les faits, c'est-à-dire comment je mets pas seulement ma tête en jeu, mais mon cœur et mon corps et ma façon de me comporter et d'être au quotidien avec les autres. Et c'est là où il nous manquait des outils. C'est là où on avait beaucoup réfléchi, on avait beaucoup théorisé, on avait beaucoup écrit. Et puis à un moment, de se rendre compte qu'attends, tout était dans la tête, mais ça descendait pas. Il manquait la courroie de transmission. La courroie de transmission, c'est là, c'est le cœur. Et Mm. là, il y a un vrai apprentissage à faire pour ceux et celles d'entre nous qui ne sont pas nés avec ce bagage Ouais. dès le départ, dans leur besace. Mais ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre. Et sincèrement, moi, je pense que les choses qu'on m'a enseignées au plan relationnel sont parmi les plus importantes de ma vie parce qu'elles ont changé ma relation à moi, ma relation à mon épouse, ma relation à mes enfants, et que franchement, avoir une meilleure qualité de vie relationnelle, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que ça? Ouais. Et je me disais, c'est vrai que aujourd'hui, on dit que ça commence à venir justement cette réflexion sur la place du cœur, sur le spirituel, etc., où il y a de multiples pratiques qui reviennent. Ces multiples pratiques-là, elles reviennent, mais au final, elles existaient déjà. Ruiz lui-même, finalement, il est chaman, mais il est héritier d'un savoir qui est ancestral. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. D'abord parce que, bon, prenons par exemple le cas de Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, il hérite effectivement de toute une voie qui est la voie toltèque. Entre parenthèses, c'est pas une voie, enfin, pour lui en tout cas, tel qu'il en parlait en 2012 ici à Paris, c'est pas une voie chamanique. On va pas qualifier un rabbin ou un imam ou un soufi de chaman, c'est une voie spirituelle. Faut pas tout fourguer dans ce mot chamanique parce qu'au bout d'un Hmm. moment, il voudra plus rien dire. Il hérite de ça, mais comme à côté de ça, il est neurochirurgien, il a suivi toute une formation scientifique, intellectuelle, etc. Il va prendre cette voie dont il a hérité et il va la débarrasser de tout ce qui est superstition, de tout ce qui est croyance, de tout ce qui ne fonctionne pas, de tout ce qui aurait jamais pu faire le succès mondial des accords Toltec. Il va le distiller comme dans un alambic quand on met de la sauge ou du romarin pour en extraire la quintessence, l'huile essentielle. Et l'huile Hmm. essentielle, c'est les accords Toltec. Et donc, il y a un vrai travail d'élaboration, il y a un vrai travail d'actualisation d'une sagesse qu'il a reçue pour en faire quelque chose qui soit d'aujourd'hui et maintenant. Et ça, c'est la force des enseignements oraux par rapport à des enseignements qui se basent sur des écrits. Oui. C'est que la Bible, elle est la même depuis 2000 ou 3000 ans, mais un enseignement oral, à chaque génération, il doit être assimilé par celui ou celle qui le reçoit, intégré, et il ou elle va le retransmettre d'une manière qui sera à Hmm. la fois personnelle et qui sera actuelle. Donc, il a quand même fait un travail absolument énorme. Et les accords Toltec, c'est la manière dont Miguel Ruiz a transformé, élaboré et transmis un enseignement qu'il a reçu. Si je prends Marshall Rosenberg, autre exemple, avec la communication non violente, c'est vraiment un outil qu'il a élaboré en se basant évidemment sur ce qu'il avait appris avec Carl Rogers et d'autres choses, mais c'est quand même une élaboration et un travail qui lui est spécifique. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui se créent et qui se développent. On ne fait pas simplement redire des grandes vérités éternelles qui ont toujours été là, parce que ces vérités, il faut les faire descendre. Et les faire descendre, c'est leur donner corps, mais c'est leur donner cœur aussi. C'est trouver une manière qui fait qu'on puisse les intégrer aujourd'hui dans notre vie. La non-violence, on en parle depuis des décennies, peut-être des siècles, mais ok, je fais comment concrètement quand quelqu'un m'agresse, quand quelqu'un me tient des propos désobligeants? Si Hmm. je n'ai pas d'outils, ben, je vais être en violence contre moi. Je vais m'interdire de réagir et de ci et de ça, mais en fin de compte, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Si on me donne des clés, si on m'aide à entendre autrement ce que cette personne dit, à comprendre sa souffrance, ses besoins, son émotion, son ressenti, eh bien, tout d'un coup, il y a un espace relationnel qui s'ouvre auquel je n'avais pas accès avant. J'en avais l'intention, mais mon intention, elle était complètement désincarnée. Il lui manquait les outils, les étapes
pour que ça devienne une réalité concrète et vécue. Et là, je pense sincèrement qu'il y a un immense chemin de fait. Je pense à un livre qui est sorti aux États-Unis, je ne sais pas s'il sera traduit un jour en français, de Ken Wilber, qui est un auteur absolument exceptionnel. On l'appelle l'Einstein de la conscience. Et ça s'appelle The Religion of Tomorrow, la religion de demain. Ce qui est fascinant dans ce livre, c'est qu'il montre que le grand message des grandes traditions religieuses ou spirituelles, il doit impérativement aujourd'hui s'enrichir de l'acquis des 100 ou 200 dernières années en psychologie, en psychiatrie, en psychothérapie, parce qu'il y a une connaissance de l'humain qui a été acquise qui ne se trouve pas dans ces traditions-là. Et que si on unit ces deux, le psy et le spi, c'est aussi un peu les racines et les branches, la psychologie des profondeurs et la spiritualité qui peut pas être parfois un peu désincarnée, mais on a quelque chose qui s'emboîte de manière idéale et qui nous permet à la fois de déployer notre dimension spirituelle, donc nos branches symboliquement, mais en étant en lien, en connexion avec nos racines, avec l'ombre, avec la partie inférieure. Donc il y a un vrai travail nouveau qui est fait et qui vient enrichir, compléter, actualiser un message ancien. Donc, il y a une complémentarité sans forcément être un remplissage ou une redite, vu que finalement, on est toujours dans la création. Et c'est là peut-être justement que on peut parler de la réussite des Lumières, vraiment, c'est qu'ils ont réussi à créer quelque chose qui n'existait pas. Et grâce à ce qu'ils ont fait, nous, on va pouvoir reprendre ce qui avait déjà été fait auparavant pour faire une sorte de transposition pour le transmettre aujourd'hui à d'autres. Exactement. C'est une évolution qu'on peut voir un peu comme ça en spirale. Qui nous fait alterner un point de vue, puis le point de vue inverse, puis on y revient, mais un étage au-dessus, puis de nouveau l'inverse, etc. Il y a un chemin qui se fait, qui à la fois revient sur un certain nombre de fondamentaux qui existent peut-être depuis toujours, mais qui s'adaptent à une époque, qui s'adaptent à une culture et qui s'adaptent à une évolution sociétale globale que des fois on ne mesure pas parce qu'on est trop dedans et on manque de recul. Moi, je me rappelle d'un article que j'ai lu il y a pas loin de 20 ans dans le Courrier international, ou non, c'était peut-être le Monde diplomatique, peu importe, mais qui montrait l'évolution du droit sur 150 ou 200 ans. Et c'était passionnant parce qu'on peut rapidement oublier ça. On peut rapidement oublier que les femmes, les enfants, par exemple, ont des droits aujourd'hui qu'ils n'avaient absolument pas il y a 100 ou 150 ans. On peut rapidement oublier tout ce qui a été gagné parce qu'on voit tout ce qui reste à faire, on voit tout ce qui ne va pas, on voit tous les problèmes, on a ça tous les jours à la télévision et dans les médias, et on ne se rend pas compte qu'il y a eu un certain nombre d'acquis. On est né avec, on en bénéficie. On les trouve normaux jusqu'au moment où on va passer ses vacances dans un pays où ça n'existe pas, puis on se dit, oups, effectivement, j'avais pas vu. Ouais. Et je pense que c'est intéressant aussi de regarder ce chemin parcouru, tout en sachant qu'il en reste à faire, tout en sachant qu'il reste des inégalités, des injustices et des choses à améliorer, mais aussi de pouvoir saluer et honorer ce qui va bien. Mon ami Jacques Lecomte, qui a écrit des livres magnifiques comme La bonté humaine chez Odile Jacob, il en a écrit un autre qui s'appelle « Le monde va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez ». Et j'adore ce livre parce que d'abord, il est très pédagogique. Il y a un schéma sur la page de gauche, un texte sur la page de droite. Et il montre avec vraiment des choses très argumentées, très, très sourcées, tout ce qui a évolué, avancé, tout ce qui s'est amélioré. On a besoin de temps en temps de ça parce que sinon, on se nourrit que de ce qui ne va pas, que de ce qui est négatif, que de ce qui foire. Et on finit par avoir une vision des choses qui est déformée, qui est pour le coup pas objective. J'ai beaucoup d'amis 30, quarantenaires qui sont dans le surtout pas d'enfants. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont une vision que je considère, moi, c'est clairement un jugement, mais que je considère de mortifère. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le monde est tellement horrible qu'en fait, finalement, ils n'assumeraient pas le fait d'y emmener un enfant, quoi, d'y mettre un enfant au monde. Et moi, en fait, l'argument que je me dis à chaque fois, c'est que mais le monde n'a jamais été aussi bien. Oui, alors après, moi, je n'ai pas de jugement à poser là-dessus parce que je pense que la situation est compliquée. Et il y a une parabole dans les évangiles que j'aime bien qui est celle du bon grain et de l'ivraie.
et où il est dit qu'en fait, ces deux plantes sont tellement entremêlées, elles poussent ensemble, le blé et la mauvaise herbe, que si jamais on tente de les séparer, ben on risque d'arracher le blé, puis on aura tout perdu. Donc, il faut les laisser pousser jusqu'à maturité, puis là, il y aura la faux qui va passer, puis ensuite, on pourra les séparer. Et l'impression que j'ai souvent quand je regarde la société depuis plus de 40 ans, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui s'améliorent de façon spectaculaire et il y a des choses qui vont de plus en plus mal. On a vraiment l'impression que les deux mondes croissent en proportion l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a des choses absolument formidables qui se font et il y a des choses complètement faustiennes où des gens sont prêts à vendre leur âme à je ne sais pas qui pour avoir de l'argent, du pouvoir, pour maîtriser la maladie, la mort, etc., d'une façon qui est assez effrayante. Donc, les deux sont là. Moi, je m'efforce à cet exercice d'équilibriste depuis toutes ces années, c'est-à-dire de ne jamais regarder ni qu'un côté, ni que l'autre. Regarder le côté négatif, c'est facile, on nous en bassine toute la journée dans les médias. Ouais, je connais des gens qui regardent que le côté positif et on vit dans l'entre-soi, du développement personnel, de l'abondance, des chakras, de tout ça, mais peut-être un petit peu déconnecté d'un certain nombre de réalités. Arriver à pouvoir garder à l'esprit à la fois ces deux univers-là, c'est pas simple, c'est compliqué. Mais je peux comprendre que dans ce monde quand même très polarisé, très particulier qui est le nôtre, certains se posent des questions. Moi, j'étais à Rio en mai 92, donc ça commence à faire gentiment 29 ans, hein, un cycle de Saturne complet. J'étais là-bas comme journaliste au moment du sommet de la Terre. Et je me rappelle avoir rencontré et vu comment il s'appelait, Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, hein, parmi plein d'autres sommités qu'il y avait là-bas. Ah. Et il parlait, lui, déjà à l'époque de la bombe démographique. Ça fait quand même un certain temps qu'il mettait en évidence ce risque-là. Si on lit Inferno, le roman de Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, tout ce roman qui a été complètement dénaturé à 180 degrés dans la version film, qu'il ne faut surtout pas aller voir, mais dans le livre, tout son livre n'est qu'une sensibilisation de ses lecteurs et lectrices à la question démographique. Donc, je comprends que ça soit délicat et je me sentirais bien incapable aujourd'hui de dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je comprends que ça interpelle des jeunes et que ça pose question. Est-ce que la question démographique, c'est la question de la surpopulation? Oui. Oui, d'accord. Par rapport aux richesses, au final. Par rapport aussi simplement à la capacité qu'a cette planète de nourrir tout le monde et d'offrir une qualité de vie décente par rapport à l'exploitation des ressources naturelles, à la dégradation à vitesse grand V on pourrait dire que d'une certaine manière, même ce qu'on vit avec le Covid, c'est le résultat direct des déséquilibres écologiques qui ont été engendrés par le fait que l'humanité grignote de plus en plus sur le territoire de nombreuses espèces et que ça entraîne à la disparition de cette harmonie qui faisait qu'un certain nombre de virus, de bactéries et de choses ne parvenaient pas jusqu'à l'homme. Il y a un très bon livre qui est sorti là-dessus il y a moins de 6 mois, où une soixantaine de sommités scientifiques s'expriment sur le sujet. Donc tout cela est lié, on n'existe pas tout seul sur cette planète et la façon dont on vit ou non de manière équilibrée, c'est-à-dire aussi en nombre et en façon d'utiliser les ressources de cette planète, détermine ce qui se passe pour nous. Là, on peut considérer ça comme un boomerang qui nous revient dans la figure, c'est-à-dire d'une manière de vivre qui ne prend pas en considération les équilibres globaux, que ce soit la faune, la flore, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce soit le corps humain est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est une société parfaite, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a des trilliards de cellules qui vivent en harmonie ensemble pendant, allez, on va dire, 80 ans. C'est un pur miracle quotidien. Si on regarde le corps humain et si on regarde la planète, on a deux organismes à deux échelles complètement différentes. Et il y a un principe d'équilibre, il y a un principe d'homéostasie qui est à la base du vivant. En nous, il suffit que la température du corps monte un peu trop ou descende un peu trop, on est mort.
Il suffit que le pH monte un peu trop, baisse un peu trop, on est mort. Donc, il y a une fonction du corps humain qui est de préserver l'homéostasie, c'est-à-dire préserver un équilibre de température, de salinité, de composition, etc. La Terre, c'est la même chose. On ne se rend pas compte que c'est un miracle que l'air qu'on respire, tous, les milliards qu'on est et toutes les espèces d'animaux, d'insectes, etc., gardent la même composition malgré tout ce qu'il y a comme émissions de gaz, etc. On ne se rend pas compte du miracle que c'est que l'eau de mer garde la même composition alors qu'il y a des quantités astronomiques d'eau qui se déversent par les rivières, qui n'est pas de l'eau salée, qu'il y a la pluie, qu'il y a les pollutions humaines, etc. Il y a un miracle du vivant là-dedans qu'on ne nous enseigne pas malheureusement à l'école. On devrait nous enseigner à nous émerveiller de comment la vie est possible et se maintient au milieu de toute cette diversité. Donc derrière, la vraie question, c'est est-ce que nous sommes un facteur d'équilibre sur la planète? C'est-à-dire, est-ce que les relations, revenons à la relation, est-ce que les relations que nous développons avec la faune, la flore, avec les animaux, avec le ciel, la terre, etc., sont harmonieuses, laissent de la place à tout, ou est-ce qu'on est tellement obnubilé par nos petites histoires, nos trucs, nos jeux vidéo, nos machins, nos bagnoles, nos trucs, qu'on se fout du reste du vivant, qu'on considère que c'est un grand Disneyland où on peut aller s'amuser partout, puis un jour on se dit, tiens, oups, il y a l'air d'avoir quelques soucis, peut-être qu'on a juste raté quelques marches, on n'a juste pas pris en compte le fait que nous sommes une espèce parmi d'autres, à la surface de cet organisme immense que les Grecs appelaient Gaïa, hein, que les gens dans l'Amérique du Sud appellent Pachamama, c'est-à-dire considèrent littéralement comme un être vivant, une idée qui a été reprise par James Lovelock dans son hypothèse Gaïa, qui décrit la Terre comme un organisme vivant. Ben, un organisme vivant, s'il commence à avoir une tumeur, s'il commence à avoir des cellules qui font n'importe quoi, n'importe où, ben, il y a tout un système qui va se mettre en place pour réguler ça, tant bien que mal, pour stopper, juguler la fièvre, stopper la maladie. Et voilà, il y a une vraie réflexion à avoir sur quelle est la nature de notre présence sur cette planète. Sommes-nous en harmonie? Avons-nous des relations équilibrées, harmonieuses avec le monde, les autres espèces, ou est-ce qu'on s'en tape? Est-ce qu'on est prêt à être responsable et à ce moment-là vraiment d'assumer? Ou est-ce que on décide de continuer à avoir une attitude presque enfantine, je dirais, par rapport à la situation et continuer? Parce que nous sommes on va dire qu'au niveau émotionnel, au niveau relationnel, la plupart d'entre nous sommes restés des enfants. Tout simplement parce qu'on n'a pas reçu d'éducation là-dedans. Donc, quelqu'un qui a reçu aucune éducation scientifique, ben, on va dire, il a une connaissance scientifique infantile. Quelqu'un qui a reçu aucune éducation émotionnelle, relationnelle, se comporte de manière infantile à ce niveau-là, même s'il a par ailleurs Bac+3 et puis qu'il est un génie des maths ou de la physique. Donc, on est renvoyé finalement à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le plus grand levier de transformation de la société, c'est la relation. Parce que prenez un journal, peu importe lequel, Le Monde, Libé, ce que vous voulez, de gauche, de droite, et vous lisez du début à la fin. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en fait, bien sûr, il y a des pages politiques, il y a des pages économie, il y a des pages écologie, il y a des pages régionales, etc., des pages sport et tout. Mais au fond, dans un journal, de la première à la dernière page, on ne nous parle que d'une seule chose. On nous parle d'êtres humains, et la plupart du temps, d'êtres humains qui ont des problèmes, qui sont en conflit économique, en conflit politique, en conflit avec les animaux, avec la terre, etc. On ne parle que de problèmes relationnels dans les médias. Mais curieusement, c'est jamais présenté comme ça. Donc, on voit juste la surface. Ah oui, en économie, il se passe ça et ça. Ah oui, en politique, la droite, la gauche, machin. Ah oui, dans tel pays, ça et ça. Enlevez la surface. Descendez juste en poil en dessous et il ne reste que des êtres humains à qui fait défaut les clés pour pouvoir s'entendre les uns avec les autres, pour pouvoir régler leurs différends autrement que la violence, pour pouvoir s'entendre avec le reste de la planète. Donc, on a finalement, derrière toutes les apparences, ce sont nos problèmes relationnels qui sont responsables de tout ce qui dysfonctionne aujourd'hui dans le monde. Ah ouais, ça c'est quand même puissant, ça. Ça, c'est très puissant. Mais oui, mais une fois qu'on a compris ça, on se dit purée, mais en fait, tout est relation. Tout est relation. Comment je vis les relations et comment je fais
pour ne pas rester un handicapé relationnel, un analphabète relationnel. Victor Hugo, il s'est battu de son vivant pour l'alphabétisation, parce que la plupart des gens n'allaient pas à l'école, ils n'avaient pas l'éducation de base qu'on a aujourd'hui dans nos écoles. Aujourd'hui, on a ça, mais on est des analphabètes relationnels. Ouais. On peut avoir, comme je disais, un bac plus 4, plus 6, plus ce que vous voulez, et être un analphabète relationnel. Ne pas savoir écouter quelqu'un qui exprime de la tristesse, de la colère ou du chagrin. Ne pas savoir gérer une discussion, un conflit ou une tension, parce que tout simplement, on nous l'a jamais appris. Et que les exemples que nous avons dans la famille, à l'école, en politique, il suffit de voir l'Assemblée nationale, comment les gens se parlent et se comportent là-bas. Puis ensuite, dans les séries télévisées, dans les dessins animés, dans les films, on n'a que des exemples de gens qui se gueulent, qui ne s'entendent pas, qui se vexent, etc. Franchement, qui d'entre nous connaît ne serait-ce qu'une seule personne qui soit vraiment un exemple d'équilibre relationnel, émotionnel, affectif? Oui, c'est Moi, vrai. j'ai dû en croiser peut-être 2, 3 dans ma vie. Et Ouais, je m'estime très, très chanceux parce que c'était aussi mon dada, puis parce que j'ai voyagé, puis parce que je suis allé chercher, trouver, rencontrer des gens comme ça pour pouvoir m'instruire auprès d'eux. Mais voilà, moi, je dirais que s'il y a un mot qui résume de la manière la plus complète et la plus générale ce qui me passionne depuis toujours, c'est l'éducation. Mais l'éducation vraiment au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire une éducation ouais. qui touche le corps, qu'on nous apprenne la santé, l'alimentation, la respiration, les bases que la plupart des gens ne connaissent même pas, qui touche le cœur, les émotions, les relations. Magnifique d'avoir un dessin animé comme Vice Versa qui sort, par exemple. Voilà, ou un dessin animé comme Kirikou, des choses qui nous donnent des clés sur le monde des émotions et des relations. C'est vrai. L'intellect, ça va, on en a pas mal. Encore que je pense qu'il y a des outils de discernement fondamentaux qui font défaut pour l'instant. On nous gave le mental de savoir, mais on ne nous donne pas assez d'outils de discernement. Et puis, alors là, je rêve en couleur, mais c'est bon de rêver en couleur de temps en temps, même pour moi, éveiller, éduquer la dimension spirituelle, même si on vit dans une société qui prétend que le spirituel, ça n'existe pas et que c'est des vieux Ouais, qui est trucs un peu de hermétique. religieux. Ah ouais, mais complètement. Et justement, lorsqu'on parle de la dimension éducative, est-ce qu'on considère uniquement l'école ou est-ce qu'il y a un autre dispositif peut-être que l'on pourrait mettre en place justement à côté de ça? Alors, l'autre dispositif, il s'est mis en place parce que finalement, si on regarde ce qui se fait depuis, allez, je dirais 40, 50 ans, peut-être plus, je ne sais pas, dans le monde du développement personnel très large, eh bien, il y a un foisonnement absolument extraordinaire de livres, d'ateliers, de formations, de cours auxquels les gens vont massivement pour apprendre à se soigner, à s'occuper de leur santé, pour apprendre à avoir de meilleures relations, pour développer la méditation et des clés intérieures. On sent qu'il y a quand même une frange de la population assez importante qui a soif d'aller chercher, d'aller recevoir l'éducation que ne dispense pas pour l'instant l'éducation nationale. Donc, il y a un gros travail de fond et mine de rien, ce travail de fond fait qu'aujourd'hui, on a des jeunes institutrices dans les écoles qui glissent un peu de CNV par là, qui utilisent des éléments qu'elles ont vus dans la PNL ou les accords Toltec ou d'autres choses, parce que forcément, si quelque chose m'a enrichi et que je suis prof, je vais avoir envie et puis immanquablement, je vais commencer à en transmettre un petit peu à mes élèves. Mais changer l'éducation nationale, c'est un peu mission impossible, ça prend des décennies ou des siècles. Donc, en attendant, il existe parallèlement tout un tas de ressources qui permettent aux gens d'aller chercher ces clés-là. Mais moi, je suis toujours intéressé par le collectif. Et Oui. donc, autant je me réjouis que tout ça existe, mais autant j'aspire à ce qu'à un moment, ça ne soit pas juste à disposition des gens qui ont le temps, qui ont les moyens, qui ont l'éducation nécessaire d'aller se tourner vers ces livres, ces ateliers, ces ressources, parce que, soyons honnêtes, ce n'est pas donné à tout le monde. Je souhaite qu'à un moment, ça puisse vraiment s'ouvrir aussi largement et qu'il soit aussi facile de suivre un cours sur de CNV ou sur les accords Toltec que d'apprendre la géographie ou les maths. Au niveau de la vie familiale, aujourd'hui, en termes de relationnel, par exemple, suite au Covid, on a pu voir qu'il y a eu de plus en plus de violences. En tout cas, on en a beaucoup parlé de ces violences-là. Qu'est-ce que l'on pourrait faire aujourd'hui
est-ce que ce serait travailler sur la communication non violente, parce qu'on parle de violence, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à travailler? Alors, il y a plein d'outils. Quand on parle d'outils, faut penser tout de suite boîte à outils. C'est-à-dire, si j'ai qu'un Ouais. marteau, comme disait Abraham Maslow, tous les problèmes sont des clous. Donc, un marteau, ça suffit pas. Il faut un marteau, une scie, une pince. Il faut, voilà. Avoir plusieurs outils, c'est bien. Je parle de la CNV, je parle des accords Toltec, mais il y a plein d'outils aujourd'hui d'écoute, d'expression de qui l'on est. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être transmises et enseignées. Pour l'instant, ça se fait principalement en dehors de l'école. Petit à petit, il y a un certain nombre de choses qui touchent un peu l'école, mais tout simplement, ça va prendre du temps parce on est les héritiers d'un système dont la caractéristique principale n'est pas la souplesse et la capacité d'évoluer et de se transformer. Donc, ça se fait par la bande, ça se fait dans des écoles privées, ça se fait dans des milieux alternatifs. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je rêve que ça se fasse plus largement. Ça peut passer par des séries télévisées, ça peut passer par le dessin animé, ça peut passer par beaucoup de choses. Moi, je suis très attentif à ce qui sort pour les enfants. Et dans les dessins animés, des fois, je me dis, waouh, c'est trop bien, parce que de manière fun, drôle, avec une belle histoire, on sème en fait dans la tête des enfants les graines de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent. Donc, ça va se faire, mais quand on est un peu pionnier, comme ça a été mon cas toute ma vie, on a toujours envie que ça aille plus vite. Et puis, ben non, faut être patient, faut attendre. Quand on sème un cèdre du Liban ou un séquoia, on ne le sème pas pour soi, on ne le sème même pas pour ses enfants ou ses petits-enfants, mais au minimum pour la troisième ou quatrième génération après soi. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, pour finaliser un peu notre interview, est-ce que vous aurez peut-être un message à faire passer justement sur le point de vue du relationnel à ceux qui nous écoutent? Ben, le message, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est que franchement, je pense que de tout ce qu'on peut entreprendre intérieurement pour aller vers une vie plus épanouissante, on parle beaucoup de bonheur depuis Oui. 10 ans, ça passe par le relationnel. C'est franchement d'aller suivre. Alors, lire des livres, c'est bien, et j'entends c'est mon métier, je ne vais pas dire le contraire, mais le relationnel, par définition, ça ne se vit pas tout seul, en tout cas pas que tout seul, même si on a une relation à soi. Donc, de pouvoir pratiquer, de suivre des cours, de suivre des stages, de faire des retraites, d'aller de la même manière qu'on suit des cours de piano toutes les semaines ou qu'on fait des cours de judo ou de karaté ou de macramé ou de peinture, d'inscrire ça dans la durée, je pense que c'est le plus grand levier de transformation et d'épanouissement intérieur. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si je commence le piano demain, je ne vais pas jouer les études de Chopin dans un an, hein, mais je vais commencer à jouer des petites mélodies sympas, je vais me faire plaisir, et puis petit à petit, ça va venir. Si je Hmm. me mets à utiliser des outils relationnels, si je les pratique en famille, si je les pratique avec des amis, si je m'entraîne, ben un jour, je serai le premier surpris de me dire, waouh, avant, quand on m'aurait dit un truc comme ça, mais j'aurais été super vénère ou vexé, ou je serais allé bouder dans mon coin pendant 3 heures. Là, ouah, j'ai pu entendre ça, puis comprendre pourquoi la personne me voit. Et tout d'un coup, on se dit, ça y est, il y a un petit seuil, il y a un petit cap de franchi. Puis de petit cap en petit cap, ben, tout d'un coup, on se retrouve 5 ans, 10 ans après en se disant, waouh, mine de rien, il y a du chemin de fait. Alors, il en reste à faire, mais il y a du chemin de fait et j'ai une qualité de vie. Et la Hmm. qualité de vie, elle est liée à la qualité de mes relations. J'ai une qualité de relation qui s'est quand même considérablement améliorée. Je suis moins souvent complètement énervé ou complètement vexé ou le moral à zéro. Je remarque qu'il y a quelque chose qui commence à se construire, à s'installer en moi et qui fait que ben, j'ai plus de moments de contentement, plus de moments de joie, et que même quand ça se coupe, même quand il y a des moments difficiles, parce que ben, il y a des maladies, il y a des deuils, il y a des licenciements, il y a des imprévus, ben, j'arrive à les accueillir, j'arrive à les surfer, j'arrive à composer avec d'une manière qui m'aurait semblé inimaginable ou impossible 5 ans ou 10 ans auparavant. Ouais, ben vraiment, je souhaite au plus grand nombre de cheminer sur cette voie-là parce qu'elle a tellement de trésors et tellement de richesses à nous apporter. Ouais. Et bien sûr, commencer par soi pour après pouvoir transmettre aux autres. Exactement, yes. Merci à vous, Olivier Clerc. Ce fut très intéressant, instructif aussi et un vrai plaisir.
Bah, pareil, bonne continuation. Et puis merci pour cet échange. C'était Ouais, très ce chouette, fut un c'était très échange très sympa. riche, ouais, super. Franchement, Ouais. vous aussi. Bonne fin de journée. Bon.